Nous accueillons aussi sur ce plateau Jocelyn Maclure, professeur de philosophie à l'Université Laval. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Et Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, vous avez lu pour nous, messieurs, L'art d'être juste de Martha C. Nussbaum. C'est une philosophe américaine d'importance, reconnue mondialement pour ses idées. C'est la traduction française d'un essai paru en anglais sous le titre Poetic Justice en 1995, il y a 20 ans. Et c'est intéressant parce qu'elle applique dans cet essai des méthodes qu'elle emploie depuis de nombreuses années dans ses cours, puisqu'elle enseigne, c'est-à-dire utiliser la littérature pour rendre les lecteurs, les êtres humains, plus empathiques. Et notamment, elle souhaite que les juges soient plus, disons, inspirés par la fiction, par la littérature. Christian Nadeau et Jocelyn Maclure. Quelle thèse intéressante. Oui, tout à fait. Ce que ça montre, en fait, c'est tout simplement que le jugement, que ce soit de celui d'un juge ou de celui qui fait la législation, ne peut pas être simplement basé sur des arguments de type rationnel ou sur des faits, mais il doit aussi... Il y a une composante émotive qu'il ne faut pas renier, au contraire. Et le jugement de tous les citoyens, en fait, elle étend sa pensée à l'ensemble des êtres humains, là. Exactement. Les juges, c'est le cas d'espèce qu'elle étudie, mais ça s'applique à tous ceux qui doivent exercer leur jugement, surtout par rapport à la façon qu'on se conduit avec les autres. Merci, messieurs. Bienvenue à tous. On en parle. Selon une étude menée par des chercheurs de la New School de New York et dont les résultats furent publiés par le magazine Science en 2013, lire de la fiction contribuerait à rendre les êtres humains plus empathiques. Conclusion déjà réalisée en 1995 et bien avant par la philosophe américaine Martha C. Nussbaum dans un ouvrage célèbre intitulé Poetic Justice, auteur prolifique, un reconnu philosophe qui s'intéresse à des concepts comme la pauvreté, la liberté des femmes et la dignité des personnes dépendantes. Elle parle depuis longtemps à ses étudiants de l'Université de Chicago de littérature et c'est cette démarche qu'elle incarne dans son célèbre essai qui vient enfin d'être publié en français sous le titre L'art d'être juste, dont nous avons confié la lecture à Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, et à Jocelyn Maclure, professeur au département de philosophie de l'Université Laval. Messieurs, Martha C. Nussbaum, elle est née Martha Craven en 1947. C'est selon plusieurs la philosophe américaine vivante peut-être la plus intéressante à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je pense que oui. En tout cas, probablement des 5 les plus prolifiques et influentes à travers le monde, qui est une spécialiste de philosophie grecque et romaine antique, d'abord, sa spécialisation, mais qui, en philosophie morale et politique contemporaine, et produit une pensée extrêmement originale et féconde. Donc, humaniste, clairement. Je pense que c'est quelqu'un qui est très connu, notamment pour sa productivité. Puis bon, elle a contribué à plusieurs domaines de recherche. Je dirais que du côté des philosophes, par contre, c'est peut-être une de celles aussi qui est les plus critiquées pour la rigueur de son travail. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui... disons que c'est quelqu'un qui va étoffer, mais lorsqu'on cherche à voir vraiment l'argument et à saisir exactement la nature de l'argument qu'elle présente, parfois on a l'impression que c'est perdu dans une espèce de flot. Le grand avantage de ce livre, c'est qu'il est bref, alors que Martha Nussbaum nous a habitués à des livres de 500-600 pages avec beaucoup de redites. Et comme elle est Martha Nussbaum, aucun éditeur ne refuse évidemment de lui... parce qu'elle est connue. Voilà, donc mais c'est quelqu'un qui prend position aussi, qui est impliqué dans des chicanes assez célèbres aussi au cours des 20 ou 30 dernières années, Jocelyn Maclure. Dont une avec Judith Butler, qui est une théoricienne féministe, puis tout ce qui est relié à l'identité sexuelle très connue, mais qui est plus influencée par la philosophie française, postmoderniste, tout ça. Puis Nussbaum lui a dit, écoutez, c'est incompréhensible ce que vous écrivez, puis ça sert pas le combat pour l'égalité, ainsi de suite. Donc, elle n'a pas peur de jeter les gants. Non, puis elle n'est pas dans sa tour d'ivoire non plus. Non, pas du tout. Alors, le titre en anglais de cet essai, donc, qui vient enfin d'être publié, c'est Poetic Justice. Ça fait référence à un poème de Walt Whitman. Elle dit, que la poésie, c'est une façon constructive et intéressante de voir le monde et on devrait en tenir compte lorsqu'on fait preuve, lorsqu'on est obligé de porter un jugement, comme le font les juges. C'est une partie de sa thèse. C'est pourquoi aussi elle enseigne la littérature et se sert de la fiction, en fait, pour aider ses étudiants à construire donc une pensée qui est faite de rationalité, bien entendu, mais aussi d'émotion. Et la littérature qui rend plus empathique, ça fait partie donc de cette thèse-là aussi. On est obligé de se mettre à la place quand on lit des histoires de fiction. On comprend comment les gens se sentent. C'est intéressant quand même. L'idée, c'est de se mettre un peu en porte-à-faux par rapport à un certain nombre d'auteurs en philosophie morale qui vont dire que la philosophie morale, ou lorsqu'on doit agir de manière morale, il faut le faire par rapport à des grandes règles. Que ce soit, par exemple, de dire que ce sont des règles qui sont relatives au devoir, ou alors ce qu'on va dire
c'est-à-dire, par exemple, agit selon les meilleures conséquences escomptées de l'action. Elle a dit, vous savez, en fait, ce que ça fait en sorte, ces grandes règles, c'est que la personne qui agit est comme oubliée. En fait, c'est la règle qui compte plutôt que la personne qui respecte la règle. Et si on veut vraiment placer l'accent sur la personne, alors il faut qu'il y ait quelque chose comme une thèse de l'épanouissement de la personne. Pour qu'une personne puisse agir de manière morale, il ne suffit pas, autrement dit, qu'elle réagisse par rapport à des paramètres qu'on pourrait juger moraux. Sinon, ça serait en fait... Finalement, tu peux imiter une action morale, puis tu vas agir de manière morale. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment la personne en tant que telle. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait des expériences morales qui viennent de l'extérieur. On ne peut pas avoir chacun pour soi une vie morale complète. Il faut qu'on s'inspire de vie morale, notamment des vies morales imaginaires qu'on trouve dans la littérature. Prenons un exemple qui est fascinant, dont on parlait justement hier sur ce plateau. Ce jeune homme de 19 ans qui subit un procès pour les attentats de Boston à l'heure actuelle et dont l'avocate va tout forger l'ensemble de sa défense autour du fait suivant. À l'âge qu'il avait lors des événements, il n'avait pas le cerveau complètement formé. Il était incapable d'avoir pleine conscience de ce qu'il était en train de faire. C'est intéressant, ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça tient compte de ce que vous dites, Christian. Oui, exactement. Ouais. Donc, pour Nussbaum, pour être capable d'émettre un jugement qui va être vraiment éclairé et sage, il faut connaître quels sont les grands principes, il faut connaître quelles sont les lois, quels sont les précédents, mais il faut être capable aussi de faire preuve d'empathie, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Donc, il faut être capable de voir la situation à partir du point de vue de l'autre, le plus possible. Puis ça, c'est pas en étudiant les grands principes philosophiques ou les lois, les textes de loi qu'on développe cette capacité-là à faire preuve d'empathie. Il faut qu'on se plonge dans l'intimité des gens et c'est difficile de le faire lorsque les gens ont des expériences très différentes des nous, ont des identités qui ne sont pas familières. Puis, comme Christian le disait, on a, dans notre vie pratique, on ne peut pas faire toutes les expériences imaginables. On ne peut pas être à la fois homosexuel, hétérosexuel, avoir fait toutes les drogues. Comme vous dites, un jeune de 19 ans qui n'a pas la maturité pour juger de l'ampleur de son geste ou des conséquences. La littérature, elle, contrairement au droit ou à la philosophie ou à l'économie, nous plonge toujours dans le singulier, dans l'inédit, dans des personnages qui sont uniques et des situations qui sont uniques. Donc, c'est une espèce de phénoménologie de la singularité que la littérature nous offre. Puis ça, c'est nécessaire comme complément à la formation des juges. Pas pour remplacer tout le reste, mais vraiment, c'est dans une perspective de complémentarité. Ce qui est important, c'est que par rapport, par exemple, à l'article que vous discutiez tout à l'heure, on ne peut pas supposer, même si on lit pendant 1 heure un article très fouillé qui nous met en scène, etc., il n'en demeure pas moins que pour que cet article joue le rôle qu'attend Nussbaum, il faut qu'il y ait un élément de fiction, il faut qu'il y ait un élément de narration. Et la littérature, elle, sera focalisée là-dessus. C'est-à-dire le travail du journaliste peut emprunter à cela, mais ce n'est pas sa mission première. Alors que le travail de l'écrivain, c'est sa mission première, et c'est ce qui fait en sorte que, justement, il peut y avoir une forme d'éducation morale. Oui, puis le roman, c'est vraiment le lieu du personnage. On investit un personnage lorsqu'on lit un roman. On vit les expériences à travers ses yeux. Elle se sert, entre autres, de Maurice, d'Edward M. Foster, qui est un roman qui a été publié en 1971 pour enseigner. Oui, vous avez lu ce roman-là, qui a été adapté au cinéma, d'ailleurs, dans un beau film avec Hugh Grant. Un très beau film aussi. Alors, il est question d'homosexualité dans ce roman-là. Tout à fait. Là, ce qu'elle fait, en fait, là, je voudrais pas... Si on entre dans Maurice, on n'en sortira pas. On a un peu de temps. Il nous reste quand même 8 minutes 52. Mais surtout, c'est qu'en fait, c'est à la fois la force et la faiblesse de sa proposition. Martha Nussbaum est quelqu'un qui aime la littérature et qui essaie de nous convaincre que la littérature est un art privilégié pour faire, justement, ce travail d'éducation morale. Le problème, en fait, c'est que, pour être franc, on n'a pas l'impression qu'elle connaît énormément de choses en littérature et que la littérature, en elle-même, l'intéresse beaucoup. On a l'impression que ce qu'elle veut, en fait, c'est un certain type de littérature dont la narration va faire en sorte que ça correspond au modèle. Une vision utilitaire, la littérature. D'une certaine manière, mais je pense qu'elle serait fâchée contre l'expression, mais je vous l'accorde tout à fait. On va l'appeler pour savoir ce qu'elle pense de ce que vous venez de dire. Ceci dit, ce qui fausse un peu sa thèse, c'est que à mon sens, dans les grandes œuvres littéraires, justement, très souvent, le jugement n'est jamais complet. Le jugement est toujours on laisse la question au lecteur. Voilà. Oui, mais c'est un travail moral, ça aussi, comme lecteur, de réfléchir. C'est une partie de sa thèse. Sa thèse, c'est de dire que, justement, c'est que la littérature permet, justement, de laisser ouvertes des portes que le jugement rationnel veut fermer. Mais le problème, en même temps, c'est que tous les exemples qu'elle cherche donnent l'impression, en fait, d'une littérature à thèse, une littérature qui vise des objectifs. Jocelyn, vous n'avez pas l'air d'accord. Je vous vois le froncer le sourcil, regarder
regarder au pas plafond. certain. C'est certain que c'est un genre. Ce sont les arts narratifs qui Oui. l'intéressent. Puis c'est un genre de roman. C'est ce qu'elle appelle le drame social ou une forme de réalisme social. D'où le roman victorien. Là. Elle est Ouais. fascinée par Oui, l'époque elle cite victorienne. Dickens Tout à fait, aussi. tout à fait. Hein? Mais ça pourrait aussi être Germinal de Zola. L'idée, c'est d'élargir sa mentalité, au fond. Comme le dit Kant, c'est d'être capable de vraiment de s'immerser dans la situation qu'on méconnaît, que ce soit la classe ouvrière au temps de Dickens ou l'homosexualité ou la condition des mineurs dans Zola. Je pense Éviter que... le présentisme, hein, comme Tout à disait fait. Julius Ouais, Gray ouais, sur ouais. ce plateau l'automne dernier aussi, de nous plonger dans des expériences qui nous permettent d'avoir un recul et de comprendre comment ça pouvait se passer à d'autres époques, dans d'autres Exactement. classes sociales. C'est toujours dirigé Oui. vers le groupe qui est plus Oui. vulnérable, qui est susceptible Oui. d'être exclu de la société. Donc, en ce sens-là, moi, je trouve qu'il y a un certain progressisme là, dans sa position. Tout à C'est fait. vraiment pour ceux qui sont les plus stigmatisés, comment on peut voir la réalité à partir de leur point de vue. Thomas Leblanc. C'est un parallèle, en fait, qui me fait penser. Il y a le festival, le FTA, a lancé sa programmation la semaine dernière, puis le directeur du festival a écrit une lettre, Martin Fauché, comme quoi, en fait, il voit l'art comme une prescription, finalement, un moyen qu'on peut utiliser comme la médecine, la science, la psychologie pour arriver. Puis ça me rappelle un peu ce discours-là où, dans le fond, puis de plus en plus d'artistes ont ce discours-là où on se dit, ben l'art pour l'art, c'est pas juste ça, il y a aussi une fonction dans la société. Puis ça me rappelle, en fait, ce que... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le partage d'une culture commune. Elle insiste là-dessus, Nussbaum aussi. C'est-à-dire qu'on doit avoir lu un minimum de choses en commun pour pouvoir échanger sur des paramètres communs aussi. Mais là, à mon avis, encore une fois, je me fais l'avocat du diable. Ben là, oui, c'est là aussi... Il ne faudrait pas la critiquer trop sur la forme, parce que c'est le contenu qui est intéressant, Christian, aussi, peut-être dans sa démarche. Mais continuez. Je pense que là, on ne peut pas séparer les deux, puisque justement, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est un propos sur la forme qui amène à une réflexion sur le contenu. Ouais. Cette communauté peut amener justement quelque chose comme une forme de conservatisme aussi. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est que nous pourrions parler ensemble en fonction des mêmes repères intellectuels. Ouais. Or, la littérature, justement, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle brise nos repères intellectuels. Et parfois, là où on ne les attend pas. Quand on lit, je ne sais pas, demain, par exemple, au Festival des films sur l'art, il y a un film sur Mahmoud Darwish. Quand on lit Mahmoud Darwish, parfois, on va comprendre mieux avec les textes les plus intimes de Darwish la situation en Palestine que des textes qui sont presque des hymnes nationaux. C'est précisément, il me semble-t-il, que lorsqu'il y a quelque chose qui va briser le moule de ce que l'on peut attendre, et là, ça irait davantage dans le sens de sa thèse. Ben oui. Alors que ce qu'elle semble vouloir dire, puis ça, c'est quelque chose qui est quand même assez proche du type d'éthique qu'elle défend, c'est qu'une communauté morale, nécessairement, parle quelque chose à partir d'une même culture. Pour qu'il puisse y avoir communication, il doit y avoir des mêmes référents. Jocelyn? Je pense que son grand combat sur le plan de la culture commune, c'est dans la conception, entre autres, de l'université. Hein? Donc, un autre de ses ouvrages, c'est défendre les humanités ou les sciences humaines au sein de l'université. Donc, contre une conception très utilitariste de l'université. Puis, c'est parce qu'on a tous besoin d'une sorte d'éducation sentimentale. Peu importe ce qu'on va faire dans la vie, qu'on soit juge ou peu importe, il faut former... Ça va à l'encontre des principes qui sont préconisés par le ministère de l'Éducation à l'heure actuelle, alors qu'on fait des étudiants vraiment... Dans son livre, en fait, elle insiste beaucoup sur le fait que... On les fabrique pour être performants avant tout. Dans son livre, elle insiste énormément sur le fait que la manière dont on enseigne le droit aux États-Unis, puis bon, on peut peut-être que ce serait difficile de faire la comparaison avec ici, mais c'est que c'est soit une approche où le droit a sa propre valeur et il n'a pas à être, disons, relié à quelque objet moral que ce soit, ou alors, et ce qui est prédominant notamment à Chicago, c'est le droit, en fait, c'est une tractation, c'est un bargain, c'est un commerce. C'est influencé par l'économie. Voilà, donc c'est vraiment une conception très économique du droit, et elle considère qu'en fait, c'est un appauvrissement total de ce qu'est pensée, et que nécessairement, lorsqu'il y a un jugement, il y a un acte de pensée, que celui-ci doit, et ça, Jocelyn a tout à fait raison de le rappeler, doit être en relation avec les émotions, à la condition, bien sûr, que les émotions ne deviennent pas l'alpha et l'oméga du jugement. Exactement. Ce qui compte, en fait, c'est l'interaction entre une éducation sentimentale et une éducation intellectuelle, logico-déductive. Ouais. Donc, elle reprend les enseignements qu'elle a étudiés d'abord chez Platon, chez Aristote, cette idée que, la raison doit être aux commandes, mais doit toujours être soutenue par les émotions, comme des émotions comme la fierté, comme la pitié, ainsi de suite. Mais les émotions peuvent s'allier aussi aux instincts plus primaires. Les émotions, ça peut être aussi toutes sortes de phobies sociales qu'on a envers certains groupes. Donc, les émotions ne sont pas autonomes, elles ne doivent pas dominer complètement le jugement, mais elles doivent épauler la raison. Puis ça, Nussbaum reprend ça de Platon, au fond. Donc, c'est intéressant de voir comment elle a réactualisé les pensées antiques. C'est une constante dans son œuvre, en fait. C'est ce qu'on appelle, pour le jargon des philosophes, c'est ce qu'on appelle l'éthique de la vertu.
vertu. C'est vraiment Oui. l'idée selon laquelle, en fait, nous devons, avant de penser des actions morales, il faut qu'une personne se développe comme personne morale selon un certain paramètre de vertu. Et posséder une certaine culture. Jocelyn McClure, vous voulez ajouter une Oui, référence? en complément, un livre qui vient juste d'être publié par un de nos collègues, Martin Gibert, L'imagination en morale, qui est parfaitement complémentaire, mais plus basé sur les résultats des recherches scientifiques contemporaines sur le rôle de l'imagination en morale. Est-ce que c'est à lire? Est-ce que c'est accessible comme ouvrage, L'art d'être juste de Martha Nussbaum en français? C'est bien traduit d'abord? C'est bien traduit, mais sincèrement, enfin pour ma part, encore une fois, je trouve que le livre sur l'université, je ne sais pas comment il avait été traduit d'ailleurs, le titre, c'est Not for Profit, ouais. et ça a été traduit aussi par Solange Chavel. Et c'est un livre qui introduit mieux à la pensée de Nussbaum. Solange Chavel, la traductrice, fait un excellent travail de vulgarisation des thèses aussi de Nussbaum. Mais il reste que pour les gens en droit, je crois que ça devrait être un classique obligatoire. Pour les gens en droit, effectivement. Pour ceux qui étudient en droit aujourd'hui, c'est à lire. Ou qui veulent étudier en droit. L'art d'être juste, donc, de Martha C. Nussbaum, c'est publié chez Flammarion dans la collection Climat. Merci beaucoup, Christian Nadeau et Jocelyn McClure de l'avoir lu pour nous.